Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Juste un petit instant. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Raphaël Desvignes. Je suis avocate associée au sein de Desmarais Desvignes Crespo, études légales, et je pratique presque exclusivement en droit criminel. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner une petite formation sur le droit pénal et le droit criminel et vos droits en cas d'arrestation euh, dans le cadre de l'action militante. Je vous invite à poser vos questions en commentaire au fur et à mesure si vous en avez. Si possible, là, je répondrai au courant de la séance et sinon, à la fin, j'aborderai les sujets qui vous intéressent que je n'ai pas traités. Là, donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le droit pénal? Qu'est-ce que le droit criminel? Grosso modo, le droit criminel est le droit qui est régi par le code criminel, donc les infractions de tout type. Là, ça peut être des voies de fait, des méfaits, des menaces et bien d'autres choses. Et ça peut entraîner la création d'un casier criminel. En droit pénal, on parle essentiellement d'infractions pénales liées à des lois ou des règlements fédéraux, provinciaux, municipaux. Et qui vont généralement entraîner davantage des sanctions administratives ou pénales de type amende, donc des impacts plus financiers. Elles ne vont pas entraîner de casier criminel, donc l'impact est différent. Dans les deux cas, qui sont les parties? Il y a l'État qui poursuit. Donc, on va souvent parler en criminel du procureur de la couronne ou de la procureure de la couronne. Et il y a le défendeur ou la défendresse qui est la personne qui est accusée de l'infraction pénale ou de l'infraction criminelle. Les témoins ne sont pas partis au litige, donc n'ont pas en soi leur volonté n'est pas en soi prise en compte. Et c'est le cas notamment des victimes dans certains cas. Il s'agit de simples témoins et non pas là, de parties. Donc, c'est pas comme en droit civil où une personne civile va poursuivre une autre personne. C'est vraiment l'État qui poursuit l'accusé. En droit criminel, on a deux grandes branches d'infraction. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais il est important de savoir certains éléments là, à ce niveau-là. Donc, il y a les infractions dites sommaires et les infractions dites par acte criminel. Dans le premier cas, il y a un maximum de 18 mois après l'infraction, après lequel il n'est plus possible, de 12 mois, après lequel il n'est plus possible de poursuivre. Donc, c'est ce qu'on appelle la prescription. Ça veut dire que après 12 mois, si vous n'avez pas été informé que vous avez été mis en arrestation, et qu'il y a des poursuites qui vont se faire par la suite et qu'il y a un dossier qui est autorisé à la cour, probablement que ça se termine là. Et les infractions criminelles sont considérées comme étant plus graves et il n'y a pas de prescription. Donc, quand c'est pris par acte criminel, il n'y a pas de délai maximum. On pourrait être accusé techniquement 5 ans, 10 ans, 30 ans plus tard. Évidemment, tout est question de preuve, donc souvent, ça ne se produira pas. Mais bref, il est important là, de comprendre que les deux sont possibles. Et quand on parle d'acte criminel, ça va être accompagné d'une sanction qui va être généralement plus sévère. Ça va être considéré comme étant des gestes plus graves. Donc, lorsqu'on parle d'action militante, souvent, c'est certain que c'est du cas par cas, mais souvent, on va tomber dans la première catégorie. Donc, on va tomber dans des catégories d'infractions sommaires et donc avec une prescription de 12 mois maximum.
Comment ça chemine une plainte en criminel, un dossier en criminel? Donc, tout d'abord, il y a l'étape de la plainte. La plainte, ça peut être un simple passant, une simple personne dans la rue qui porte plainte, comme ça peut être les policiers ou les policières directement qui vont intenter la plainte. Et ça fonctionne avec une sorte d'entonnoir. Donc, tout d'abord, il y a la plainte qui est soumise à la police ou qui est initiée par la police. Et là, ils vont déterminer est-ce que ça vaut la peine de poursuivre par la voie judiciaire ou est-ce que la gravité, les circonstances particulières, l'absence de preuves font en sorte qu'on ne souhaite pas poursuivre à ce niveau-là. Euh, Si les policiers ou les policières décident de poursuivre par la voie judiciaire, ils vont envoyer le dossier avec la preuve, avec le dossier de la police, il va être monté, il va être envoyé au procureur de la couronne, qui vont ensuite décider d'autoriser ou non la plainte et le dossier. Donc, si à ce niveau-là, à cette étape-là encore, là, les procureurs ont un pouvoir discrétionnaire pour décider de poursuivre ou non. Et s'ils poursuivent ou si elles poursuivent, à ce moment-là, c'est là que le dossier va être intenté. Et donc, que ça va se poursuivre et qu'il va y avoir des dates de cours qui vont être déterminées. Je reviendrai là, sur la suite des procédures sous peu. Lorsque la personne est arrêtée, elle peut être arrêtée et remise en liberté automatiquement, aussitôt. Donc, par exemple, quelqu'un qui se fait se fait arrêter parce que elle bloque l'entrée à, à des ministres, les empêche d'entrer, etc. Là, nuit à la jouissance paisible, etc. Si la personne, à ce moment-là, se fait arrêter, les policiers vont donc décider s'ils la gardent détenue ou s'ils la remettent en liberté. Lorsque la personne est gardée détenue par les policiers, cette personne-là va donc rester détenue jusqu'à ce que le dossier soit soumis au procureur, ce qui prend généralement une journée. C'est-à-dire, si on se fait arrêter le lundi, généralement, on va seulement comparaître à la cour le lendemain dans la journée. Lorsqu'on parle de comparution à la cour, c'est la première date où on se retrouve devant un juge ou une juge et c'est à ce moment-là qu'on reçoit la preuve, la divulgation de la preuve et donc les documents qui ont été préparés par les policiers, les policières et qui ont été donc donnés au procureur pour qu'on autorise le dossier. Donc à ce moment-là, les procureurs ont encore un droit de regard pour décider s'ils vont remettre la personne en liberté. Et s'ils décident de s'objecter lors de la comparution, la personne doit encore rester détenue au moins une journée jusqu'au lendemain parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas le droit de se faire entendre pour la remise en liberté. Ça se fait à l'étape de l'enquête pour remise en liberté, ou c'est appelé enquête caution, qui doit avoir lieu dans les 3 jours de la comparution, mais qui peut avoir lieu le lendemain, mais pas plus tôt. Donc, encore notre personne qui se fait arrêter le lundi, détenue, comparaît le mardi, se retrouve pour l'enquête pour remise en liberté le mercredi. À ce moment-là, la défense, donc soit la personne elle-même ou soit généralement son avocat ou son avocate, va négocier avec le ou la procureure de la couronne pour obtenir des conditions de remise en liberté. À ce moment-là, c'est important de communiquer avec son avocat ou son avocate si jamais il y a des conditions qui peuvent poser problème, tout comme à l'étape où il y a des conditions de remise en liberté énoncées par la police. C'est très important de communiquer, là, par exemple, s'il y a des co-accusés qui sont vos colocataires, votre conjoint, votre conjointe, c'est important là, de le mentionner. Si un couvre-feu est émis, mais qu'il vous empêche d'aller au travail parce que vous travaillez le soir,
peu importe les conditions, là, c'est très important de bien communiquer avec l'avocat parce qu'elles pourront être modifiées, mais préférablement, on s'assure que ce soit les bonnes conditions dès le départ. Et évidemment, votre avocat ou votre avocate va tout faire pour que les conditions soient les moins restrictives possibles. Parfois, il y en a à peu près pas là, de conditions à part de ne pas retourner sur les lieux ou des choses comme ça. Mais des fois, selon les circonstances, les conditions peuvent être plus sérieuses. Ça va dépendre des circonstances de l'infraction, de la gravité de l'infraction, s'il y a eu si la personne a des antécédents, s'il y a des bris de conditions, etc. Si jamais il n'y a pas moyen de s'entendre avec la poursuite pour des conditions de remise en liberté, on va procéder à l'enquête pour remise en liberté et c'est le juge ou la juge qui va trancher sur la remise en liberté. Donc ça, c'est le processus de remise en liberté là, de façon générale. Après, lors d'actions militantes, généralement, les gens vont être remis en liberté assez aisément, à moins d'avoir beaucoup d'antécédents similaires, à moins d'avoir des dossiers, des causes pendantes, donc d'autres dossiers en cours et qui vont entraîner donc des difficultés supplémentaires pour la remise en liberté parce que le fardeau ne sera pas le même si la personne a une cause pendante, si la personne est en bris de conditions, que ce soit des conditions de police ou des conditions émises par un juge ou une juge, ça va faire en sorte que les risques d'être détenu sont plus sévères. Donc, lorsqu'on entame des actions alors qu'on sait qu'on a des dossiers en cours, il faut être conscient ou consciente que le risque est supplémentaire. Lorsque c'est pas le cas, il y a toujours un risque d'être détenu. C'est pour ça que c'est important d'avoir des vêtements qui peuvent être des vêtements chauds, sans capuchon, de pas d'être préparé, de ne pas avoir à travailler le lendemain, donc de mettre les mesures en place là, pour préparer la situation au cas où. Mais souvent, là, les personnes vont être relâchées dans les heures qui suivent la détention. Ça peut être long. Des fois, ça peut être en plein milieu de la nuit. Des fois, ça peut être le lendemain matin. Mais souvent, les gens vont pas passer au travers de tout ce processus-là. Je préférais quand même l'expliquer parce que ça reste tout de même important. Ce qu'il faut comprendre aussi, la détention, lorsqu'on parle d'une personne qui est détenue, c'est pendant les procédures. Donc, je vous expliquais le processus pour la remettre en liberté, mais ce processus-là est très important parce que si la personne n'est pas remise en liberté à ce moment-là, elle risque d'être détenue tout au long des procédures et un dossier à la cour, ça peut durer longtemps. C'est sûr que quand la personne est détenue, on va faire ça en vitesse accélérée, sauf que parfois, la vitesse accélérée fait en sorte que ça permet plus difficilement de bien préparer la défense, ça permet pas d'aller faire toutes les démarches qu'on souhaiterait faire parce qu'on veut aller en accéléré puisque la personne est détenue. Donc, ça va venir brimer un peu la défense dans les faits. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important parce que après demander la révision de la décision qui vise à garder la personne détenue, c'est loin d'être automatique. Donc, c'est une étape qui est importante. C'est pour ça que des fois, on va aussi pas tenir l'enquête pour remise en liberté à la première occasion, lorsque c'est des dossiers qui sont plus complexes pour la remise en liberté. Encore une fois, là, ici, c'est le scénario catastrophe. Comme je le disais plus tôt, c'est tout de même pas le cas là, de la majorité des cas. Souvent, les gens vont quand même être remis en liberté là, pour des infractions qui ne sont pas les plus graves ou les plus répétées. Parce que souvent, les gens qui ont beaucoup de petits dossiers vont rapidement se retrouver à être détenus dans certains dossiers, même s'il ne s'agit pas d'infractions qui soient graves en soi. Donc là, j'ai parlé de la comparution. La comparution étant la première date où on reçoit la divulgation de la preuve. C'est donc une date à laquelle
vous n'avez pas nécessairement besoin d'être présent si vous êtes représenté par avocat ou présente, mais il est important que quelqu'un y soit pour récupérer la preuve et fixer une prochaine date qui va être normalement une date pro forma, c'est-à-dire une date pour la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une date où le dossier revient à la cour devant un ou une juge. Et à cette date-là, ça permet aux parties, donc à la défense et à la poursuite, de se parler, de communiquer, à savoir c'est quoi les volontés de chacun dans le dossier, vers où ça s'enligne. Ça peut permettre de la négociation. Et donc, le dossier va être transigé en cours et ça permet de faire avancer les choses parce que entre les dates de cours, souvent, il est assez difficile de communiquer avec les procureurs pour négocier les dossiers ou pour discuter des dossiers. Ce qui fait en sorte que la date pro forma a l'utilité de pousser la communication. Les pro forma vont donc permettre soit d'aller voir les modalités du procès si on s'enligne pour aller à procès, ou dans beaucoup de cas, de négocier ce qu'on appelle un plea deal. Donc, dans certains cas, on va négocier des sentences réduites pour un plaidoyer de culpabilité, sentences qui peuvent être aussi une absolution qui va donc pas mener à un casier criminel, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, c'est un peu les deux avenues principales. Donc, soit négocier une entente qui peut viser soit donc un plaidoyer de culpabilité, viser un retrait des accusations, viser que la poursuite ne dépose pas de preuves, donc pour mener à un acquittement sans même procès. Et si aucune entente n'est entrevue selon le cas par cas, à ce moment-là, on va discuter des modalités du procès et on va fixer le dossier à procès. Lors du procès, la personne accusée bénéficie de la présomption d'innocence et c'est donc à la poursuite de faire la preuve qu'elle est coupable. On n'a donc pas à démontrer qu'on est non coupable. On a seulement à soulever ce qu'on appelle un doute raisonnable. Donc, un doute dans la tête du juge ou de la juge à l'effet que la personne n'a pas commis l'infraction ou que la preuve n'est pas démontrée hors de tout doute raisonnable. Dans certains cas, ça veut dire qu'on ne présentera même pas de défense. On va simplement soulever des doutes dans la preuve de la poursuivante et ça peut suffire à faire acquitter la personne. C'est loin d'être dans tous les cas que l'accusé doit témoigner. Si la personne, cependant, est déclarée coupable, on peut plaider la sentence. Et plaider la sentence, ça veut dire que c'est comme un mini-procès seulement sur, non pas la déclaration de culpabilité, mais sur quelle pénalité devrait être donnée à la personne qui a été déclarée coupable. Il y a un vaste éventail de sentences qui sont possibles, qui vont de la plus clémente. Je vois un commentaire de Meichu qui mentionne, je m'excuse, je m'écarte, qui mentionne que je peux répondre aux questions en anglais. Effectivement, là, je fais la présentation en français, mais j'ai pas de problème là, si vous voulez communiquer avec moi en anglais, par contre. Donc, excusez-moi. Au niveau de l'absolution, une absolution, qu'est-ce que c'est? Une absolution, il y en a deux types. Il y a une absolution conditionnelle ou une absolution inconditionnelle. Je le mets dans l'éventail des sentences, même si en soi, ce n'en est pas une, parce que lorsqu'on parle d'une sentence, c'est quelque chose qui va venir accompagner la déclaration de culpabilité, que ce soit suite à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité à la fin d'un procès, et qui va donc entraîner une condamnation et dès lors un casier criminel. L'absolution, elle, c'est un peu comme une chance qu'on donne
ou souvent là c'est vu comme ça là, à la personne parce que dans son cas, il y a un intérêt véritable à ne pas avoir de sentence. Par exemple, s'il y a des impacts au niveau de l'immigration, au niveau du travail, au niveau à différents niveaux là, du fait d'avoir un casier criminel, euh, si les circonstances sont en faveur, euh, par exemple que l'infraction n'était pas démesurément trop grave et qu'il serait exagéré là, que la personne perde son emploi ou ait des conséquences en immigration, ne puisse plus aller voir, par exemple, sa famille aux États-Unis, ne puisse plus, bref, être aux études, la personne est aux études en enseignement secondaire et ne pourra donc pas, pourra probablement pas accéder à la profession à cause de ça. Donc ça, c'est plein de circonstances qui peuvent faire en sorte que euh, l'absolution va être donnée à la personne, même si elle a été déclarée coupable. Une absolution inconditionnelle va pouvoir être effacée un an après. Donc, ça ne laissera pas de traces, ultimement, si vous faites effacer là, le tout. Et quand je parle de faire effacer, il ne s'agit pas d'une demande de pardon, d'une demande de suspension de casier, il s'agit simplement d'envoyer des formulaires, c'est gratuit, et on peut faire rendre le tout là, invisible au public. Dans le cas d'une absolution conditionnelle, le délai est de 3 ans. Et on parle d'une absolution conditionnelle parce qu'elle est accompagnée de conditions qui peuvent être d'un ordre assez large, dans le sens où ça peut être simplement des conditions de ne pas être en contact avec les victimes. Ça peut être des conditions de ne pas retourner sur les lieux où l'infraction a eu lieu. Mais ça peut aussi être des conditions plus sévères, par exemple faire des travaux communautaires dans le cadre de l'absolution, jusqu'à concurrence de 240 heures. C'est important de bien comprendre l'existence de l'absolution euh, parce que ça peut... faut comprendre cependant que c'est pas automatique. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès dans toutes les circonstances. Sauf que ça peut venir faire en sorte aussi où, même dans un cas où on fait une action où la preuve est forte, parce que il y a des vidéos qui sont transmises aux médias, l'enjeu n'est pas toujours de faire acquitter la personne. Parfois, on peut faire des mesures préventives, on peut par exemple, redonner à la société via du bénévolat, via des choses comme ça qui vont permettre d'amenuiser la sentence ou même, dans certains cas, de mener à des retraits des accusations parce que la personne a démontré son bon caractère, etc. Donc, il y a une grande diversité d'actions qui peuvent être prises. C'est pour ça que j'encourage tout de même, certaines personnes préfèrent se représenter seules et si vous connaissez bien les rouages là, du système judiciaire criminel, c'est bien. Cependant, là, pour pouvoir connaître bien tous ces petits mécanismes, ça peut être intéressant là, d'être représenté par avocat ou avocate. Il ne faut pas oublier que la personne en face, la poursuivante, est toujours un ou une avocat. Et le rapport de force est toujours évidemment inégal puisqu'on est poursuivi par l'État qui a toujours beaucoup plus de ressources que l'accusé. Quelle durée peut avoir un dossier de cette nature-là? C'est très variable. Dans certains cas, ça peut être plus ou moins rapide. J'ai des dossiers là, qui peuvent durer 6-7 mois, mais dans plusieurs cas, surtout si on se retrouve avec un grand groupe d'accusés, si on veut négocier. Parfois, quand la preuve est plus solide, ça peut être plus long parce qu'on veut mettre des mesures pour négocier davantage et ça peut prendre du temps. Donc, je dirais en moyenne entre 6 mois et 2 ans pour la durée moyenne d'un dossier
de la nature là, qui nous intéresse. Pour les gens en liberté. Pour les gens détenus, là, ça serait plus rapide, mais encore une fois, c'est pas les genres de dossiers pour lesquels les gens restent généralement détenus ultimement, là, donc pas après au plus longtemps, là, le 2 jours dont je parlais plus tôt, 2-3 jours. Il faut aussi garder en tête que le système de justice criminelle est empreint de rapports d'oppression systémique, donc c'est certain qu'il va y avoir une différence de traitement selon l'origine ethnique, selon les caractéristiques de chaque personne. Il va y avoir du profilage qui va malheureusement là, souvent exister et qui peut être aussi du profilage au niveau militant, donc au niveau politique. Donc, c'est certain que selon les caractéristiques de chaque personne, les risques encourus ne sont pas les mêmes et il faut garder ça en tête également. Lors de l'arrestation ou de la détention, quels sont vos droits? Le droit s'il y a une chose en fait là, à retenir de ma présentation aujourd'hui, ce serait la question du droit au silence, qui est selon moi un droit, mais également une obligation de la personne envers elle-même. Donc, lors de l'arrestation, très, très important, vous gardez le silence. Qu'est-ce que ça veut dire, garder le silence? Ça veut dire ne pas parler de rien aux policiers, à l'exception, et ça c'est important, également de votre nom, votre date de naissance et votre adresse. Donc, vous devez vous identifier lorsque vous êtes en état d'arrestation ou lorsque la police veut vous donner un constat d'infraction pénale. Vous devez vous identifier. Si vous refusez de vous identifier ou si vous vous identifiez faussement, donc en donnant un faux nom, vous risquez d'être accusé d'entrave. Et ça, c'est des accusations criminelles qui peuvent s'ajouter aux infractions initiales et on veut éviter cela. Ça donne rien là, de se retrouver avec des accusations d'entrave. Au contraire, ça vient rendre toute la suite là, plus complexe pour vous et pour vos avocats si vous en avez. Donc, on donne son nom, on donne sa date de naissance, on donne son adresse, mais on ne donne aucune autre information. On ne dit pas qu'est-ce qu'on a fait plus tôt, on ne dit pas qu'on n'a rien fait, on ne dit pas des choses qui peuvent sembler anodines ou bénignes. On ne dit rien d'autre aux policiers ou aux policières. Tout ce que vous allez dire aux policiers ou aux policières peut vous nuire et risque de vous nuire. Et il n'y a rien que vous allez leur dire qui va vous rendre service. Donc, dans le meilleur des cas, ça va être neutre. Dans aucun cas, ça va vous rendre service. Et généralement, ça va surtout vous nuire parce que, on connaît l'expression tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. En fait, dans les faits, là, qu'est-ce que vous risquez, c'est si ça se rend à procès, puis que vous vous exprimez, puis que vous dites quelque chose qui est à l'inverse ou qui contredit ou qui est incohérent avec ce que vous aviez dit plus tôt. On se rappellera, là, des dossiers durent de 6 mois à 2 ans en moyenne. Donc, 2 ans plus tard, là, au procès, vous vous souvenez pas nécessairement de tous les détails. Si vous arrivez, vous dites quelque chose qui est différent de la déclaration que vous avez faite initialement, ben, ça peut venir mettre en péril toute votre version ou celle des co-accusés. Donc, ça peut nuire à vous, ça peut nuire aux autres. Même si vous pensez que ce que vous disiez n'avait aucun impact là, sur le dossier, même si c'est des informations qui sont très périphériques. Il ne faut pas oublier que les policiers et les policières ont des formations extensives là, sur les interrogatoires, sont habitués d'avoir l'air soit de vos amis, soit d'être un peu plus rough. Elles n'ont pas le droit de vous menacer, ils n'ont pas le droit de vous violenter, mais ils ont le droit de vous faire des promesses, ils ont le droit de vous dire vous allez sortir plus vite si vous me dites ce qui s'est passé, je sais que c'est pas toi, ou un tel a dit telle affaire. Ça, c'est des choses, des techniques qui sont légales de la part des policiers, donc il faut faire attention de simplement rien dire. Donc, encore une fois, là, si
une chose à retenir, c'est il faut garder le silence. C'est pas seulement un droit, c'est extrêmement important de garder le silence. Le droit à l'avocat, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas, comme on voit souvent dans les films, un droit d'être accompagné par l'avocat pendant l'interrogatoire au poste de police. En fait, le droit à l'avocat, il s'agit d'un appel à l'avocat ou à l'avocate de votre choix. Vous avez le droit de choisir à qui vous allez parler comme avocat ou avocate. Si vous n'avez pas son numéro de téléphone, les policiers, eux, y ont accès à nos coordonnées. Nos coordonnées sont toutes publiques et les policiers et les policières doivent faire les démarches là, pour s'assurer que vous parlez à l'avocat ou l'avocate à qui vous voulez parler. Si vous ne connaissez pas d'avocate, si vous ne connaissez pas d'avocat, les policiers et policières doivent vous mettre en contact avec l'avocat de garde ou l'avocat de l'aide juridique. Et c'est un service qui est gratuit, auquel vous avez le droit, c'est un droit constitutionnel. Et je vous encourage à en bénéficier. Il n'y a aucun intérêt là, de ne pas parler à un avocat ou à un avocat. Vous n'allez pas être obligé de garder cette personne-là comme représentant ou représentante par la suite. C'est simplement quelqu'un qui va vous rappeler notamment de garder le silence, qui va pouvoir répondre à vos interrogations. Moi également, là, quand les gens me contactent, je m'assure afin de savoir s'ils ont besoin que je contacte, par exemple, un ami, une amie, membre de la famille, le travail, s'ils ne pourront pas rentrer. Donc, ça peut rendre service à différents niveaux aussi. Mais bref, je vous encourage là, à y bénéficier. Encore une fois, c'est un service qui est gratuit et auquel vous avez le droit. Vous avez le droit également de savoir de quoi vous êtes accusé. Donc, ça pourrait être le premier réflexe là, lorsque vous vous faites arrêter, savoir est-ce que vous êtes en état d'arrestation. Donc, là, ça, vous pouvez. J'ai parlé du droit au silence, vous pouvez quand même poser cette question-là aux policiers. Est-ce que vous êtes en état d'arrestation? Oui ou non? Si vous ne l'êtes pas, bien, vous pouvez quitter. Vous n'avez pas besoin de rester sur place. Et si vous êtes en état d'arrestation, ben vous êtes en état d'arrestation pour quel motif, pour quelle infraction. Vous avez le droit là, d'être informé de ça dans les plus brefs délais. Quand vous allez être mis en liberté sur le champ ou par la suite, je vous encourage grandement à noter tout ce qui s'est passé cette journée-là le plus en détail possible, donc tout ce qui a mené à l'infraction possiblement commise et par la suite tout ce qui a lieu à l'arrestation et à ce que les policiers, le comportement des policiers, qu'est-ce qui s'est passé le plus en détail possible. Ça peut être des détails qui vont vous sembler anodins sur le coup, mais qui peuvent être utiles par la suite. Et comme je l'ai encore dit plus tôt, puisque ça peut durer longtemps, même si sur le coup c'est un événement qui est marquant, la mémoire, ça évolue, ça s'efface. Donc, très important de noter le plus en détail ce qui s'est passé, parce que si c'est pour se rendre à procès ou s'il y a des requêtes parce que certains de vos droits n'ont pas été respectés, par exemple, on ne vous a pas donné le droit à l'avocat de votre choix, votre violation de vos droits, ça va être très utile de savoir exactement comment ça s'était passé sur le coup. Ça, vous gardez ça confidentiellement et vous pouvez le donner à votre avocat ou avocate si vous en avez. Mais le but n'est pas là, de diffuser ça sur les médias sociaux, etc. C'est vraiment pour vous, pour votre représentation, pour votre défense. Après, il faut faire justement attention à l'information qui est transmise sur les médias sociaux. C'est certain que lorsqu'on parle d'une action qui se veut plus militante, il y a généralement de la diffusion qui va être désirée, mais il faut comprendre qu'en termes de défense, ben, vous créez de la preuve possiblement là, pour la poursuite. Donc, ça dépend là, de vos motivations, mais ça peut être, ça peut vous nuire là, au niveau judiciaire. Très important aussi de conserver toute la preuve
qui peut être pertinente pour vous, donc faire un backup des photos si possible, garder les contacts des témoins qui ont pu assister aux événements, notamment là, quand on juge que les policiers ou les policières ont fait certaines actions qui semblent irrégulières. Donc, très important là, de tout noter le plus possible. J'ai parlé un peu plus tôt de l'entrave. L'entrave, c'est une infraction qui se retrouve souvent là, ajoutée à d'autres infractions. Ça peut être de résister physiquement à l'arrestation, mais ça peut être aussi d'empêcher le travail des policiers et policières qui sont dans l'exercice de leur fonction. Ça peut être de ne pas refuser de s'identifier, donner un faux nom. Donner un faux nom peut aussi entraîner une accusation de supposition de personne. Donc, si vous donnez le nom d'une autre vraie personne, ça peut être une infraction supplémentaire. Et donc, faire attention là, à son comportement à ce moment-là. Si vous avez l'impression que les policiers sont en train de faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est pas sur le coup le moment d'agir. C'est davantage par la suite qu'on va avoir des recours. Si vous refusez d'obtempérer parce que vous avez l'impression que par exemple, les policiers, policières vous arrêtent, vous avez l'impression que c'est pas une arrestation légale, je vous encourage tout de même à obtempérer et par la suite, on pourrait, si c'était effectivement le cas, faire tomber une partie de la preuve, les accusations, etc. Mais si vous êtes dans l'erreur et que vous refusez là, de tempérer, vous risquez encore une fois là, de vous retrouver avec des accusations supplémentaires. Donc, il faut faire attention. Également, là, au niveau des conditions de remise en liberté, faire attention de les respecter parce que les bris de conditions, c'est également des accusations criminelles supplémentaires qui peuvent être déposées contre vous. Donc, en soi, lorsqu'on accepte de faire une action qui peut entraîner des conséquences criminelles, ben, ça peut être quand même pertinent de faire tout dans son possible pour ne pas multiplier les accusations parce que vous vous tirez dans le pied ultimement en faisant ça. Faire attention aussi à ce qu'on amène sur les lieux lorsqu'on sait qu'il y a un risque d'être arrêté. Donc, je vous déconseille d'amener votre chien, je vous déconseille d'amener votre vélo là, s'il n'est pas attaché. Faire attention de ne pas avoir des substances illégales sur soi, de ne pas avoir un couteau. Et comme je disais plus tôt, là, essayer d'avoir au moins un chandail chaud sans capuchon là, au cas où vous soyez mis en cellule. Je vois une question, est-ce que c'est légal pour un agent de ne pas attacher visiblement son matricule? En fait, l'agent doit être identifiable, donc on peut lui demander son matricule ou il doit être visible. Cependant, attaché visiblement, là, ça peut être sujet à débat. Donc, des fois, là, on va voir des matricules qui sont noir sur noir dans un coin là, qui est très difficilement visible. C'est malheureusement, selon ma compréhension, là, suffisant. Mais le fait de cacher le matricule et de refuser de le donner serait là, contraire à ses obligations. Je vais faire un bref survol de certaines infractions qui ont souvent lieu là, dans le cadre d'actions militantes. Et je vais également vous parler du fait que le fait de faire l'infraction
soi-même, évidemment, là, peut entraîner la culpabilité de la personne. Cependant, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres modes de commission d'infraction. C'est-à-dire, si vous encouragez, vous conseillez quelqu'un, si vous incitez quelqu'un à commettre une infraction, vous pouvez être déclaré coupable au même titre que la personne qui a commis l'infraction. Cependant, le simple fait de savoir que la personne euh, va être en fait, le simple fait de savoir que quelqu'un va commettre une infraction et d'être là passivement sur les lieux, en soi, ne constitue pas la commission de l'infraction. Donc, à ce niveau-là, vous n'êtes pas coupable de l'infraction qui serait commise. Mais si vous aidez quelqu'un à la faire ou si vous encouragez, si vous conseillez, dans ce cas-là, vous pouvez être aussi coupable. Je vois une question de Marie-Lie. Est-ce que pour les mineurs, c'est pareil? Ce serait à propos de quel élément que la question se poserait? Parce qu'il y a beaucoup de distinctions là, avec les mineurs. Je sais que XR Youth vont faire une formation prochainement pour les mineurs. Donc, si c'est pas pour une question spécifique, là, je vous encouragerais peut-être à regarder de ce côté-là. Donc, le méfait, c'est quoi un méfait? Ça peut être en détruisant ou en détériorant un bien, mais ça peut être aussi en empêchant l'utilisation légitime du bien par une autre personne. Exemple, de barrer une route, de bloquer l'entrée d'un bâtiment, euh, de, de, de déranger, ça, d'empêcher les gens de travailler en faisant beaucoup de bruit. Ça peut être constitué euh, d'un méfait. Euh, des voies de fait des voies de fait police. La personne contre les voies de fait sont un agent de la paix. Là. Donc, ça peut des voies de fait armées, pardon, ça peut être simplement de lancer un objet qui en soi n'est pas une arme. Le fait de la lancer en usant la force contre la personne peut constituer là, des voies de fait armées. Quand on parle de voies de fait armées, ça veut donc dire là, ça peut être lancer un objet qui ne va pas faire mal en soi. Le fait de blesser n'est pas un élément constitutif là, de l'infraction. Et ça n'a pas besoin d'être une arme là, qui objectivement serait considérée dans le langage courant là, comme étant une arme. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je peux continuer là-dessus, mais si vous avez des questions plus spécifiques là, sur différents sujets que je n'ai pas abordés, euh, je vous encourage à les poser là, dans le chat. Là. Je vois que présentement, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une formation que généralement je donne avec davantage de discussions, donc je vous encourage là, à poser les questions si vous en avez. Il y a aussi, bon, présentement, là, c'est certain qu'on est dans une situation particulière où il y a euh, beaucoup de mesures, surtout pénales, qui sont mises considérant la situation COVID-19, où les rassemblements peuvent mener à des amendes de 1000 $ très facilement. Il y en a d'ailleurs de plus en plus qui sont données. On a vu là, il y a beaucoup de délations euh, qui, qui ont lieu. Donc, il faut faire également attention à ce niveau-là. Ce qui est pertinent par rapport aux infractions qui mènent à des sanctions pécuniaires, c'est que si vous êtes dans une situation financière plus difficile, vous pouvez avoir droit à des mesures, soit prendre des ententes de paiement
auprès du percepteur des amendes, qui est l'organisme qui gère ça. Et donc, vous pouvez faire des ententes de paiement pour échelonner le paiement, mais encore, vous pouvez faire des travaux compensatoires, donc c'est un peu comme du bénévolat, et ça va permettre de payer les amendes. Donc, il y a tout de même là, des mesures de rechange qui peuvent faire en sorte là, de faciliter la situation. Combien de temps vous pouvez être gardé si vous êtes arrêté? La règle, c'est que ça doit être 24 heures au plus tard pour la comparution. C'est pour ça là, que je disais plutôt dans l'exemple où c'est le lundi que vous êtes arrêté, vous risquez de comparaître détenu le lendemain. Si vous êtes remis en liberté, ils vont vous donner une date de comparution là, des semaines ou des mois plus tard. Mais vous pouvez garder 24 heures là, avant de passer devant un juge. Normalement, si vous êtes gardé plus de 24 heures avant de passer devant un juge, vous pouvez avoir des recours civils, mais ça dépend. Là, mais la règle, c'est vraiment le 24 heures. Donc, c'est pour ça que faut être prêt, là, parce que vous être prête. Si vous avez de la médication que vous devez prendre régulièrement, là, peut-être l'avoir sur vous avec la prescription, des choses comme ça, là, parce que c'est quelque chose qui peut avoir lieu. Et pourquoi on vous détient? Ça peut être simplement aussi une mesure de répression. Là. C'est pas toujours parce que les policiers ou policières vont penser que ça vaut de la détention, que ça vaut la peine que vous soyez détenu, mais vont vous s'en servir comme outil de répression, comme outil pour vous faire parler, pour vous empêcher de retourner à l'action, pour faire peur là, pour la suite. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir avoir lieu également. Euh, Qu'est-ce que c'est? J'ai dit que pour que ce soit une entrave, il fallait que les policiers soient dans l'exercice de leur fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont en train de faire leur travail de façon légitime, qu'ils sont donc, par exemple, là, en train de procéder à une arrestation sans avoir été au-delà des droits de la personne, qui sont en train de faire donc, un travail là, qui est légal. C'est certain que si les policiers sont en train d'outrepasser leur pouvoir, puis que vous refusez de comply with it, ben, ça ne sera pas une entrave. Sauf que ça, c'est pas sur le champ que ça se détermine, c'est généralement à procès. Donc, c'est pour ça que sur le coup, souvent, ça peut être judicieux d'obtempérer ou au moins de demander de parler à un avocat ou une avocate pour voir qu'est-ce que la personne en pense, puis qu'est-ce qu'elle vous conseille. Donc, moi, ça complète un peu là, les points que je voulais aborder. Je vais rester disponible encore là, pour les questions si vous en avez. Puis sinon, je n'aurai pas de problème là également à répondre à des questions par la suite si vous voulez me contacter une fois que le live sera terminé. Donc, je vois une question. Est-ce que lors d'une arrestation, un policier peut exiger de voir le contenu de votre téléphone? Normalement, vous pouvez refuser de lui montrer le téléphone. Je vous encourage d'ailleurs à mettre un mot de passe sur vos téléphones parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit qu'ils vont pas regarder dans le téléphone. Pour pouvoir accéder au téléphone, ils ont besoin d'avoir un mandat. La seule chose, c'est que si le téléphone
Je pense davantage à des infractions, par exemple, de trafic de drogue ou de choses comme ça. Si le téléphone devient un bien infractionnel, ben, ça peut être, euh, ça peut justifier qu'ils saisissent votre téléphone. Mais simplement parce que les policiers et policières pensent que vous avez envoyé un message incriminant à quelqu'un, c'est pas quelque chose là, qui leur donne le droit d'accès de fouiller là, dans votre téléphone. Vous pouvez également, là, je vois la question, est-ce qu'il est permis de filmer ou enregistrer une arrestation sans que les policiers le sachent? Euh, oui, en fait, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, là, vous avez le droit de les filmer. Simplement, si vous mettez votre téléphone dans leur face pour les filmer, etc., puis que ça nuit, euh, selon eux, là, à leur travail, là, encore une fois, on peut faire attention de ne pas tomber dans l'entrave. Mais le simple fait d'être en retrait, de filmer une opération policière, c'est absolument pas illégal. Ça ne jouera pas contre vous légalement si vous n'y participez pas. Cependant, il faut faire attention aussi de ne pas créer de la preuve pour les policiers. Donc, il est arrivé là, que des gens filment des arrestations, que pendant l'arrestation, la personne se débatte, donne un coup au policier, soit accusé de voie de fait police, et que la vidéo qui avait été faite initialement pour aider l'accusé, ben, il se retrouve à lui nuire. Donc, c'est toujours un peu, moi je suis toujours un peu hésitante à ce niveau-là parce qu'il faut faire attention là, justement à la preuve, à ne pas créer de la preuve. On peut pas faire le travail des policiers pour eux. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Euh, mais donc voilà, j'espère que ça a répondu à certaines de vos interrogations. Euh, Faites attention à vous et félicitations d'ailleurs là, pour les organisateurs et organisatrices. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mesures qui ont été prises pour aider à lutter contre le stress et l'anxiété ambiante et je trouve que c'est vraiment des belles mesures. Félicitations. Bonne journée.